Non, mais je suis d'accord avec vous. Effectivement, de ce point de vue-là, je te retors. Je pense que les Français ont beaucoup fait pour sauver les Juifs, c'est vrai. Mais bien évidemment, Et oui. évidemment. Et je pense que le gouvernement Parce que les français... Français n'étaient pas antisémites. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Que c'est une politique qui Mais va vraiment les révulser. Je vais plus loin que vous. Moi, je pense que le peuple français est un des pays les moins racistes au monde. Je pense sincèrement. Absolument. Je pense sincèrement. Mais je pense, oui. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. En tout cas, il y a une question qui me Mais vous avez dit quelque chose de très taraude, c'est pourquoi si le gouvernement français voulait se faire bien voir, on va dire, de l'occupant, il n'est pas livré l'ensemble des Juifs. Pourquoi avoir voulu faire une sélection entre des Français et des étrangers et livrer que des étrangers? Une raison très simple, c'était dans la logique, l'une des logiques, mais celle-là dominante, du gouvernement de Vichy. N'oubliez pas, révolution nationale. Oui. Vous savez, quand il disait... C'est très intéressant parce que Vichy, si vous voulez, est rempli de bonnes intentions. Et au pied de ces bonnes intentions, dépose des actes absolument horribles, méprisables. C'est certaines personnes de Vichy qui ont des bonnes intentions. Oui, en plus, ils ne pensaient pas tous la même chose. Mais en tout cas, si on résume Vichy, on dit toujours travail, famille, patrie. Oui. Mais attendez, ces principes, qui étaient d'ailleurs pas du tout ceux de Pétain, qui étaient en fait ceux du PSF, du parti de la ROC, eh bien, ces principes, travail, famille, patrie. Aujourd'hui, vous avez du mal. Si vous dites ça, vous faites ridiculiser. Si je dis moi, je suis pour la famille... À cause des gaullistes. Non, c'est eux qui ont diabolisé ça. Pas du tout, c'est la conscience collective. Tout simplement, à chaque fois, on la rappelle... conscience collective, on le laisse à chaque fois, on rappelle que c'est ce régime qui empêche ces trois termes. Alors que la vérité, c'est quoi? C'est le travail, la famille et la patrie sont trois principes sains. Et le fait que ce gouvernement les ait proclamés, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que lorsqu'on regarde le détail... Le travail, c'était le travail obligatoire en Allemagne. La famille, c'était 1 500 000 prisonniers séparés de leur famille et qu'on n'arrivait pas à ramener. Et la patrie, c'était une patrie occupée par l'ennemi et martelée par l'ennemi. C'est effrayant quand même, quoi. Mais c'est effrayant. Donc si vous voulez... La réalité est effrayante. Oui. Mais seulement le problème, c'est que, les gaulo-communistes font abstraction de la réalité. Oui, on est bien d'accord là-dessus. Et cette réalité qui est effrayante, vous croyez qu'elle aurait été moins avec une administration allemande directe? Elle n'aurait pas été moins effrayante, simplement la France aurait toujours existé, elle aurait pu gagner la guerre, elle n'aurait surtout pas... Grâce à la main d'Afrique notamment. Grâce uniquement à De Gaulle. Grâce uniquement à De Gaulle. Les Alliés auraient gagné la guerre sans De Gaulle, mais la France n'a été parmi les vainqueurs que grâce à De Gaulle. C'est ça qu'il faut bien retenir. Bien évidemment, les Alliés auraient gagné sans De Gaulle. C'était Darlan, le chef de la France combattante en 42, en décembre 42. Allons donc. Mais c'est alors le cas Darlan. Non, mais attendez. Mais là, vous niez la réalité. Parce que Darlan, il avait... Non, mais l'armée d'Afrique, parce que ça, on en parlait quand même. De qui, l'armée d'Afrique? Darlan est celui qui était le plus loin dans le sens de la collaboration. Comme il s'est planté, comme il était tellement vaniteux, il a essayé de se rapprocher des Américains. On dit même que sa présence à Alger... Ça, c'était un hasard, je pense. Sincèrement, alors, certains disent que c'est pas un hasard. Je vais pas... Moi, je pense que c'est un hasard. Certains disent que c'était pas un hasard. Peu importe. Mais ça aurait été mieux si ça n'avait pas été un hasard. Parce qu'effectivement, ça aurait voulu dire, ce type a enfin compris... J'ai un dossier là-dessus. Oui, ce type a enfin compris où se trouvait la bonne solution. Et donc, il arrive là et il essaie de changer de camp. Oui, mais il l'a fait. Mais attendez, mais ce qui manque complètement de la plus élémentaire dignité. Mais pas du tout. Je veux dire, quand quelqu'un se trompe à ce point-là, quand il s'est mouillé à ce point-là dans ce que le Vichy a fait de plus horrible, et il va brusquement changer de côté comme ça. Non, c'est pas acceptable. Ce qu'il y a eu de plus horrible, ça date d'après la mort de Darlan. Vous savez, moi j'ai connu des gens. J'aimerais citer un cas quand même. J'en ai plusieurs comme ça. Il y a Guéna, par exemple. Mais ce sont des gens... Ils avaient 18 ans, c'était en 40, 18 ans. Et il me disait, Guéna me disait, moi à 18 ans, j'ai pas entendu l'appel du 18 juin. Oui, comme tout le monde d'ailleurs. Pourquoi? Parce que j'étais déjà sur la route. Non, tout le monde n'était pas sur la route. Et tout simplement parce qu'il y a des gens qui, en 40, n'ont pas accepté la défaite, n'ont pas accepté l'humiliation du pays. Végan notamment. Et sont partis, Végan a parfaitement accepté parce qu'il a demandé l'armistice. Il a demandé l'armistice. Le Titanic est un avion aussi. Eux ont refusé l'armistice. Ils ont refusé l'armistice. Et ça, c'est un état d'esprit, si vous voulez, qui consiste à dire la France ne doit pas être humiliée, ne doit pas être abaissée, ne doit pas être avilie. Elle doit gagner en gardant sa dignité, son honneur, pour reprendre le terme de Gaulle. Tous les autres, même s'ils ont une idée derrière la tête, ont accepté qu'elle soit avilie. Ce n'est pas vrai. Vous surcariquez. Vous répondez à votre pensée, vous ne répondez pas à mes arguments. Si. Non, je suis désolé. Dignité, honneur, ça c'est des mots qu'on brandit très bien. Je n'ai rien contre. Le problème, c'est qu'il y a une réalité humaine. Il y a 40 millions de Français. Est-ce qu'on les livre aux nazis? Oui ou non?
c'est ça la problématique qui se pose. Nous sommes en 2014, c'est facile de brandir des grands principes, c'est très simple, mais c'est pas ça la question qui se pose à l'époque. Est-ce que finalement, c'est ça Il y a une chose qui vous échappe manifestement. Attendez, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Qui donc? Les collaborateurs. Pourquoi est-ce qu'ils ont Alors fait déjà, ça? on parle de qui? On parle de ceux de Paris, de Vichy. Il y a toute une gamme. Il y a toute une gamme. Mais la plupart, et je pense en particulier à Laval, qui a joué un rôle considérable dans cette affaire-là, mais c'est tout simplement parce que en 40, la plupart des gens pensent que l'Allemagne va gagner. Et Pétain, qui va jouer les deux jeux, pense que l'Allemagne va gagner. Non, non, c'est plus compliqué que ça. Et pense que peut-être, à plus long terme, il y aura quelque chose à faire avec les Américains. Ça, c'est vrai. Mais dans l'immédiat, en 40, la plupart des gens qui ont le museau sur le guidon, comme on dit, n'imaginent pas une seconde que l'Allemagne peut perdre la guerre. Mais c'est pas idiot, d'ailleurs, parce que l'Allemagne a battu les armées françaises. Elle n'a pas d'ennemis importants en Europe, puisque l'Italie est son allié. L'Espagne, de l'autre côté, n'est pas un ennemi pour l'Allemagne. Il y a juste l'Angleterre qui est en grande difficulté. Les États-Unis ne sont pas en guerre. Et surtout, ne l'oubliez pas, l'URSS est pratiquement alliée. Non, elle est alliée de l'Allemagne. Elle est alliée de l'Allemagne. Il y a eu un traité commercial en février 40 entre l'Allemagne et l'URSS. Il faut le rappeler au coco, ça, quand même. J'ai dit pratiquement, je me suis permis de pratiquement, vous avez raison. Il est bien évident, quand vous regardez ça, vous vous dites les carottes sont cuites. L'Allemagne a gagné. Et la plupart de ces gens-là, quand vous les lisez, vous vous rendez compte qu'ils pensent la plupart ça. Un type comme Laval le pense vraiment, il le pensera encore en 42, ce qui c'est vraiment stupide. Il le pense en 44. C'est complètement idiot. Mais bon, mais le seul qui précisément dit non, c'est pas le seul. Ils vont perdre la guerre, eh bien c'est De Gaulle, je suis désolé. Mais il y a plein d'autres personnes qui vont perdre la guerre. Mais si, il y a le colonel Groussard par exemple, il y a Pétain. Pourquoi Pétain pense ça? Pétain le pense. Écoutez, on n'a pas les mêmes sources. Pétain le pense pour une raison très simple. Pourquoi? Parce que les Alliés tiennent la mer. Ils tiennent la mer, les Anglais. Tout simplement. Et donc il se dit que l'Allemagne en fait pourra, on va dire, progresser continentalement, mais pourra pas étendre son expansion au-delà de l'Europe en fait. Et il y a un blocus. Et tôt ou tard, surtout, il manquera du pétrole à l'Allemagne. Et on sait pourquoi Stalingrad tue l'Allemagne, parce qu'ils ne peuvent pas mettre la main sur le pétrole du Caucase. Voilà, parce que l'Allemagne veut foncer à Bakou chercher le pétrole. Et puis surtout, une grande partie de la puissance allemande venait de son aviation. Et Pétain, en 1943, rencontre un journaliste anglo-saxon. Et il lui dit, je sais que l'Allemagne va perdre parce que dans la campagne de Tunisie, on a bien vu qu'elle n'avait plus son avantage aérien. Donc voilà. Mais moi, c'est ça qui me frustre quand je discute avec des gaullistes, parce que bon, mon point de vue, je sens que moi je suis pas pétiste, moi je ne m'identifie pas à tout ce qui a été fait. Quand même. Ah non, pas du tout, non. Vous êtes des gantiste. Non. Ah, mais ça n'a rien à voir. Mais écoutez, lisez. Non, mais je suis végantiste. Lisez le rapport que fait Végan à la fin du mois de juin à Pétain. Non seulement vous validez tout, mais on a l'impression qu'il parle aujourd'hui. Ce que je sauve, moi, dans Vichy, c'est ce que voulait faire Pétain, c'est qu'il voulait délumiériser la France. Il ne le disait pas comme ça, mais il voulait délumiériser la France. Et on revient à De Gaulle. Qu'est-ce que je reproche à De Gaulle? C'est d'avoir relumiérisé la France. On parle de la Restauration. Quand on parle de la Restauration, on entend toujours Louis XVIII. Mais Restauration de la République des Lumières, dont nous mourons actuellement. Et c'est De Gaulle qui l'a restauré, ça. Oui, alors, ça c'est très... Alors on peut dire aussi que c'est faux factuellement. Ça c'est tout à fait intéressant, parce que quand je disais du bien de travail famille patrie, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond, il y avait beaucoup de choses valables dans ce qu'on appelait la Révolution nationale. De Gaulle l'a dit lui-même. Oui, non, mais il y avait beaucoup de choses valables. Philippe Barrès. Ce qui est aberrant, c'est qu'on ait justement voulu restaurer la France alors qu'elle était occupée par son pire ennemi. Ils ne se sont pas rendus compte que, ça n'allait pas marcher, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, et deuxièmement, que ça allait pourrir ces idées-là pour le reste de l'histoire. C'est ce qui nous arrive encore maintenant lorsqu'on se fait attaquer sur travail famille patrie, parce que tout simplement, ce sont des mots qui ont été gâchés par ceux qui les ont employés. Mais vous participez à ça en diabolisant Pétain. Pas du tout, je viens de dire le contraire. En diabolisant Pétain. En diabolisant Pétain, parce que pour il a sali cette en ridiculisant Végan. Vous participez à ça? C'est pas lui le sujet. Pétain a fait de la politique. C'est ça qui est grave. Et précisément,
en faisant en sorte que la révolution nationale ait été menée dans un moment où elle ne pouvait pas être menée, il a gâché ses atouts, il a empêché la restauration en fait du pays. D'une certaine manière, De Gaulle et Pétain étaient d'accord sur ce sujet-là. Qu'il fallait, vous savez, ils avaient tous les deux lu Renan, et ils se trouvaient dans la même situation que Renan après la guerre de 70, c'est-à-dire réforme intellectuelle et morale de la France, redressement du pays. Et spirituel. Patriotisme. Oui, mais enfin, c'est le titre du bouquin, c'est réforme intellectuelle et morale. Bien sûr, on est d'accord. Et ce que voulait faire De Gaulle et ce que voulait faire Pétain, sans doute, c'est ça seulement. La différence, c'est que De Gaulle était persuadé qu'on ne pouvait faire ça qu'en gagnant la guerre, et que Pétain a pensé, mais vraiment en étant complètement aveugle, qu'on pouvait faire ça avec des Allemands qui occupaient le pays. D'ailleurs, il y a un homme pour lequel j'ai beaucoup d'admiration personnellement, qui est un homme peu connu, qui est François Valentin, qui a été, je pense bien, condamné, même un tout petit peu, à la fin de la guerre. C'est un homme dont le parcours est tout à fait intéressant. C'était avant-guerre un jeune patriote. C'est un groupement politique très à droite, dans lequel je pense Mitterrand également a trempé un peu. Et autrement dit, c'était un patriote, c'était un homme de droite, il est ensuite devenu député lorrain. C'était un député de droite, mais évidemment, en tant que député, il était plus modéré. Je ne sais pas, il devait siéger à la Fédération républicaine, des choses comme ça. Et lorsque la Révolution nationale, mais il était enthousiaste. Et puis brusquement, il a compris que, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure, comme il dit, de la descente aux enfers, des renoncements, au fur et à mesure des échecs, au fur et à mesure des lâchetés, il dit aussi, eh bien, il s'est rendu compte qu'on était en train de démolir complètement ce projet. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben, il est parti. Et il est parti en quittant absolument tout pouvoir. Il est parti tout simplement se battre dans la résistance. Et puis ensuite, il a fait la guerre avec la première armée. Ce qui fait qu'à la fin de la guerre, il dit, quand même, vous avez quand même soutenu Pétain, là. Donc on va vous punir. Oui, mais enfin, vous avez été résistant aussi. Donc on ne va pas vous punir beaucoup. Mais c'est un homme qui en raison même de sa prise de conscience, de la manière dont il dit, mais nous nous sommes complètement trompés, quoi. Nous pensions restaurer des valeurs, et nous les avons gâchées parce qu'elles ont été compromises avec des hommes qui les ont salies. Ça résume tout. Elles ont été restaurées, c'est intéressant. Elles ont été restaurées. Oui. On apprenait le respect envers Dieu. Écoutez, on apprenait le respect envers Dieu à l'école. C'est très simple. Les Lumières ont naturalisé la société. La coupure entre la spiritualité et l'individu vient de là. Un individu, pour fonctionner, doit être branché à 3 prises. Matériel, parce que, bah oui, il ne faut pas qu'on soit dans la servitude matérielle. Hein. Il faut être enraciné, comme dans l'enseigne cette chère Simone Veil. Et il faut la prise spirituelle. Bon. Les Lumières en ont éradiqué 2. Bon. Qu'on le veuille ou non, Pétain voulait donner une place plus grande à l'Église. Il voulait faire une république chrétienne, corporative et familiale, sachant que le vrai projet de Pétain... le même moment, c'est tout ce que je vous dis. Mais est-ce qu'il avait le choix? Mais précisément oui. Il devait bien comprendre que prendre le pouvoir à ce moment-là, c'était le pire moment pour faire ce qu'il voulait faire. Admettons qu'ils ne le prennent pas. Vous pensez sincèrement que ces gens de la Fédération républicaine, du Parti communiste, du Parti radical socialiste, à la fin de la guerre, ce serait dit, bon, les Lumières, ça a foiré, finalement, on va revenir à un catholicisme d'État. Vous le pensez vraiment? Sincèrement. Sincèrement. On restaure notamment une aide à l'enseignement privé sous Pétain. Tout à fait, ouais. Résultat pratique, à la fin de la guerre, paf, on le supprime. Et qui est-ce qui rétablit ça? C'est De Gaulle, lorsqu'il revient au pouvoir en 1958. Tout simplement parce que c'était ce qu'il voulait. Parce qu'il considérait qu'effectivement, la laïcité ne devait pas être une laïcité agressive envers la religion, ce qu'elle avait été auparavant. Elle l'est par nature. Non, pas du tout. Mais il semble qu'il y a eu quand même un certain nombre d'avancées sociales sous le régime mais bien de Vichy sûr. qui ont été conservées ensuite. Ça, je vais dire ça, c'est un logiciel de gauche. Mais le social, bien sûr. c'est bien, mais il faut arrêter maintenant de toujours nous parler de social. Non, la charte du travail était une bonne intention aussi. Et d'ailleurs, c'est très proche du gaullisme. La charte du travail, c'était vouloir dépasser l'opposition de classe propre au capitalisme. C'était la fameuse troisième voie. Et vous trouvez un mot qui est typiquement gaulliste, vous trouvez le mot de participation. Le problème... Ou alors c'est peut-être le mot participation qui est typiquement pétainiste dans ce cas-là. Mais le problème, c'est le problème... On va le voir comme ça aussi. Mais si vous voulez, le problème, c'est que ce sont de bonnes idées qui ont été faites au pire
pire moment, ce qui les a, dans le fond, imprégnés, si vous voulez, d'une conception vraiment idéologiquement d'une conception trouble, une conception trouble, idéologies totalitaires. Et surtout elle n'a pas surtout elle n'a pas été mise en œuvre. C'est-à-dire qu'en raison même du manque de moyens, en raison même de l'état, de la situation du pays, ça n'a pas été mis en œuvre. On dit on va faire quelque chose, on n'a pas pu le faire, et ensuite les gens d'aujourd'hui qui sont opposés disent ah oui ça c'est ce que voulaient les pétainistes, donc c'est mauvais. Ce qui est idiot parce qu'il y a de bonnes choses qui ont été introduites par. Je prends un autre exemple. Aujourd'hui on veut regrouper les régions. Monsieur Hollande dit qu'il faut faire des grandes régions. Quels sont les premiers qui ont pensé à faire des grandes régions, à dépasser les départements? C'est effectivement le régime de Vichy. Mais encore toutes ces idées-là ont été mises en place au pire moment. Mais il y avait aussi la régionalisation voulue par Hitler, qui reprend la carte des euro-régions. Mais bon. Mais attends, ce qui est très intéressant, c'est que donc selon vous, ces principes, même selon, c'est pas vous que je dis ça, c'est plutôt au système. Donc selon vous, ces principes seraient éternellement mauvais parce qu'ils ont été faits au moment de l'occupation allemande. Pas du tout. Mais je rappelle quand même qu'il y a eu une occupation allemande 70 ans avant, et la République a commencé sa restauration progressive, parce qu'en fait c'est en 1975 qu'elle est définitivement réinstaurée, mais ça a été fait pendant l'occupation allemande. Pourtant, c'est un argument parfaitement réversible pour nos adversaires. Non, excusez-moi, non, pas du tout. Alors là, franchement, je ne compare pas Hitler à Bismarck. C'est pas du tout la même chose. Attendez. Non, mais il y a une occupation. Les Allemands sont restés quelques mois en 70. Et ne sont pas du tout intervenus sur la politique française, pas du tout. Pas du tout. Et en plus, il n'y avait pas une idéologie qui dominait l'Empire allemand à l'époque, c'était le nationalisme allemand, point. Il y en avait une. En revanche, le Kulturkampf, mais ça ne valait pas pour la France était catholique. Et donc, en revanche, en 1940, vous avez l'occupation longue du territoire par un pays totalitaire et par un pays qui veut imposer son idéologie, une idéologie raciale, une idéologie inégalitaire, une idéologie qui ne pouvait d'ailleurs que mal se terminer pour la France, et qui n'a été mise en œuvre que contre la volonté des Français. À chaque fois que Pétain ou Laval ou Darlan demandaient quelque chose, on lui disait attendez un petit peu, vous nous donnez d'abord ce qu'on vous a demandé, alors les Français donnaient. Mais je peux vous donner des exemples. On dit par exemple, la France va garder sa souveraineté. Ah oui? Sur quel territoire? Sur un tiers du territoire? Plutôt que zéro. Oui. Et sur un tiers du territoire, sur 13 millions d'habitants, bon. Et surtout, le reste découpé en tellement de zones qui veulent dire la France ne va plus exister. C'était écrit dans la carte. Le Nord, moi je suis du Nord. Hein. C'est pour ça que, vous savez, chez nous, Pétain n'a pas beaucoup de place. Hein. On a tous des casseroles. Hein. Le Nord et le Pas-de-Calais n'étaient même plus en France. C'était la faute de Pétain. Le Nord, il avait accepté. Le Nord. Il a protesté à Wiesbaden. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Écoutez, quand on proteste et qu'on est un homme d'État, on s'en va ou on refait la guerre. Si on proteste en disant je continue à me coucher, on n'est pas un homme d'État. Donc le Nord et le Pas-de-Calais étaient rattachés à la Belgique. Toute la lisière au sud de ces deux départements, c'est-à-dire l'Aisne, les Ardennes, la Somme, etc. Si vous continuez, la Meurthe-et-Moselle, et également ce qui correspond aujourd'hui au Doubs, etc., c'est-à-dire à la Franche-Comté, c'est ça. Eh bien, toute cette région-là était une région interdite. C'était une région qui, manifestement, était prévue pour une population germanique. C'est-à-dire qu'on allait germaniser tous ces départements. Et il y avait les noms des villes en allemand aussi. Il y avait la zone de démarcation, la ligne de démarcation, qui empêchait le passage entre les deux parties de la France. Autrement dit, la France était découpée, elle était ridiculisée. Et les chefs de la France ont accepté ça. Mais bien sûr que si, c'est lui qui a signé l'armistice. Enfin, attendez. Et s'il y avait eu il fallait continuer la guerre, France n'aurait pas été humiliée? Jusqu'à la victoire, non. Parce qu'elle aurait continué à se battre, elle n'aurait pas été humiliée, elle aurait été dominée mais pas humiliée. Là, elle a été dominée, humiliée, écartelée, et elle ne s'en est sortie que parce que De Gaulle a choisi le bon camp. Ce régime qui a humilié la France, c'est le régime qui a financé les premiers réseaux de résistance, du colonel Groussard, de Paul Dingler, de Lousteau-Nolaco, du colonel Heurtaud. Non mais écoutez, c'est... Honoré Etienne d'Orbe ?
Étienne Dorf. Honoré Hendorf était gaulliste. Étienne Dorf. Monarchiste d'ailleurs. Étienne Dorf, avant de mourir, fait une lettre dans laquelle il évoque son respect au maréchal Pétain. Bien sûr. Bon. Ceci étant, donc, ce régime qui a humilié la France, c'est le régime qui a financé les premiers réseaux résistance. Je renvoie à ce livre de Jacques Laurent, années 40, il explique mieux que moi. Même on peut lire ce qu'en dit Lousteau-Laco dans ses mémoires, ou ce qu'en dit le colonel Groussard dans ses mémoires, etc. Ce régime qui a humilié la France, c'est le régime qui a mis en place, contre les clauses de l'armistice, un service de contre-espionnage qui a traqué les espions allemands jusqu'en 1944. Mais écoutez, lisez le livre de Simon Kidston, Vichy et la traque des espions nazis, et la chasse des espions nazis. Parce que si vous voulez, moi je veux bien qu'on manie des abstractions, mais au bout d'un moment, il y a une réalité. Ce régime qui a humilié la France, c'est le régime qui a reforgé la plus grande épée française, qui est l'armée d'Afrique. Mais écoutez, vous pouvez sauter. 200 000 hommes, c'est. Ouais, mais enfin, c'est rien. De Gaulle, c'est 15 000. De Gaulle, c'est 15 000. C'est combien De Gaulle? De Gaulle, c'est 15 000. De Gaulle, c'est les 200 000 lorsqu'il préside le gouvernement français. C'est 200 000 quand il récupère l'armée d'Afrique. Il récupère l'armée d'Afrique. Ce gouvernement, donc, qui a humilié la France, c'est le gouvernement qui a financé les premiers réseaux de résistance. C'est, que vous le vouliez ou non, c'est le gouvernement qui a forgé la principale armée française. C'est un gouvernement qui a essayé, comme je l'ai dit, de délumiariser la France. Je sais que c'est un peu ringard, c'est un gouvernement qui voulait que les âmes aillent au ciel. Je sais que c'est complètement ringard. Quelles sont les premières victoires françaises pendant la guerre? Pendant la guerre. Campagne de Tunisie. De 40, vous dites? C'est Bir Hakeim, ce sont des gaullistes. C'est le Tchad, c'est le Clair, ce sont des gaullistes. Alors attendez. Les autres, vous appelez ça des victoires, vous? Ce sont des victoires, vous avez raison, ce sont des nano-victoires. Mais ce sont des victoires de gaullistes. Oui, parce que Bir Hakeim, c'est une. Mais je suis ravi. C'est une victoire attendez, je vais dire qui transporte littéralement les Français parce que. Et la campagne de Tunisie. C'est la première fois que les Français arrivent à gagner contre les Allemands. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les Français en 40 ont la queue basse. Se disent on ne vaut plus rien, on est écrasé, on s'est fait battre. Personne ne parle de leur courage à ce moment-là parce qu'ils ont été écrabouillés. De Gaulle ne va pas arrêter de se heurter à Roosevelt parce qu'il sent bien que chez Roosevelt, pour Roosevelt, la France n'est plus rien. Oui, c'est elle vrai. a été écrabouillée, elle n'existe plus. Quoi. De Gaulle, il se prend pour quoi? C'est la diva, quoi. Il se prend pour quoi? De Gaulle ne se prenait pas pour grand-chose. Il disait simplement, je représente un grand pays, donc je dois m'imposer, c'est ça. Eh bien, ces petites victoires ont été des vraies victoires parce qu'il continue à se battre. Pendant ce temps-là, votre armée, elle était au repos en Afrique. Et la première fois propice. Oui, ça s'appelle la guerre. La première fois qu'elle a tiré, c'était sur les Américains qui débarquaient. Oui, mais 4 jours plus tard. Oui, mais 4 jours plus tard, elle combattait avec eux. Oui, bah oui. Ah bah oui. Vous pouvez le balayer d'un revers de main. Oui. Eisenhower ne le balayait pas d'un revers de main, lui. Ah oui, bien sûr. Donc voilà. Attendez, ils ont commencé par tirer, on est d'accord. Bien entendu. Voilà. Bien entendu. Mais parce qu'on ne savait pas si c'était... Si c'était 2 divisions ou 20 divisions. Parce que... Ça, non mais vous ricanez, mais ça change tout. Non, ça change pas tout. Mais bien sûr que si. Attendez, l'honneur de la France. L'honneur, ça consistait à conserver notre alliance. Et les représailles des nazis. Ça voulait dire... Mais attendez, les représailles des nazis étaient des actes de guerre, d'ailleurs complètement interdites. Complètement interdites. Des actes gratuits qui s'imposent aux populations civiles. Complètement interdites. Mais attendez, vous parlez des actes gratuits. On y a mis la main. Vous avez quelqu'un, par exemple... Attends, je parle de Pucheux, par exemple. Prends Pucheux. Alors là, Pucheux, c'est un très mauvais exemple. Ah bah non, c'est un très mauvais exemple. Pucheux, c'est un homme brillant, d'abord. Oui. C'est un homme qui fait partie de ce qu'on a appelé quelquefois la synarchie. C'est-à-dire les gens qui entouraient Darlan et qui étaient des gens d'un très haut niveau, qui voulaient introduire une sorte de régime technocratique, c'est-à-dire de régime de sachants. Quoi. Hein, attendez, on va tous ces petits politicards, là, faut les virer, il faut des gens sérieux, on va faire de la politique sérieuse. Eh bien, ce monsieur très sérieux, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il y a, vous savez, les otages, lorsqu'il y a un Allemand qui se fait tuer par des communistes dans le métro. Sur lequel il y aurait beaucoup à dire sur la résistance communiste. Oui, on est tout à fait d'accord là-dessus. C'était un acte qui ne servait à rien sur le plan de la résistance et qui a entraîné 50 morts gratuits. Bon, mais qui est-ce qui a fourni les noms des morts? C'est M. Pucheux. Non, c'est pas non. Attendez. Pucheux a fourni... C'est factuellement faux. C'est factuellement je suis désolé. Non, c'est factuellement Écoutez, faux. je vous montrerai. Vous pas trouvez ça comme dans ça. Les Hommes de Pétain. Le bouquin Les Hommes de Pétain, vous lisez ça, vous verrez les que ça y Allemands est. proposent une Bien liste sûr à que- Pucheux. Les Allemands proposent une liste à Pucheux. Pucheux, c'est qui? C'est Ministre de l'Intérieur. Pour comprendre pour tout. Il voit la liste et il voit que dans la liste, il y a des anciens combattants. C'est ça, il voit que dans la liste, il y a des anciens combattants. Donc, Donc, il préfère mettre des communistes à la place. non, c'est pas comme ça. Non, ça s'est pas passé comme ça.
je vous dis, il n'aurait pas dû mettre la main. Enfin, vous vous rendez pas compte. Je suis d'accord avec vous, il n'aurait pas dû mettre la main, mais ce n'est pas C'est tout. Mais c'est pas pour autant qu'il faut mentir à son sujet. Mais il ne fallait pas du tout être complice. C'est pareil que pour l'Arabie Saoudite. Alors juste pour finir, est-ce qu'il peut terminer pour qu'on puisse comprendre? Parce qu'on n'a pas compris. Alors, les Allemands montrent une liste d'otages à exécuter à Pucheux. Pucheux voit qu'il y a des anciens combattants dedans. Donc Pucheux dit, moi je ne veux pas qu'on condamne ces gens-là. Ensuite, les Allemands mettent une deuxième liste où il n'y a que des communistes, je crois. Et là, Pucheux ne dit rien. Mais il n'a pas désigné. C'est pas ce que j'ai lu. Hein. Bah, moi, c'est ça que j'ai lu, moi. Moi, c'est ça que j'ai lu, moi. Les hommes de Pétain. Et vous verrez que c'est bien Pucheux qui a rédigé. Ça a été d'ailleurs le motif, l'un des motifs de sa condamnation à mort et de son exécution. Parce qu'en plus, comme M. Pucheux était très intelligent, De Gaulle, en 1943, il a essayé de se faire passer pour un résistant. Il est passé en Afrique du Nord, il s'est fait arrêter. Pour aller combattre. Pour les combattre contre les Allemands. Non mais écoutez, vous pouvez... À chaque fois, vous niez les éléments factuels. Donc effectivement, dans ce cas-là, vous avez toujours raison. On est d'accord. Alors, il est parti. C'est votre point de vue, c'est pas le mien. Et il s'est fait arrêter après en Afrique du Nord, c'est ça? Ouais, en fait, c'est Giraud le coupable dans cette histoire. Oui, c'est vrai que Giraud a dit tu peux venir. C'est un autre Et débat. lorsqu'il est arrivé, il l'a complètement lâché. De ce point de vue-là, ça ne rehausse certainement pas l'esprit. C'est bien possible. Non, mais c'est qu'il ne voulait pas. Il dit c'est pour une raison d'État. Vous avez des gamins, je m'occuperai d'eux. Bon, il s'est pas occupé, mais c'est pas grave ça. Mais le capuchon est annexe malgré tout. De Gaulle a toujours été très respectueux des hommes courageux et des hommes efficaces. J'aimerais évoquer. Pucheux, c'était plutôt un homme efficace. J'aimerais évoquer, s'il vous plaît, un ministre dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est le général Bergeret, qui était en relation directe avec l'intelligence service. C'est-à-dire que les Anglais pensaient que Vichy n'était pas qu'un nid de collabos. Il y en avait, je ne dis pas le contraire, mais je dis qu'il faut voir tous les versants de la chose. Rappelons-nous, la vérité est dans le tout, et Dieu sait si ça fait du mal de citer Kant. Bref. Le général Bergeret, ce qui est intéressant, c'est que donc l'opération Torche a eu lieu le 8 novembre 1942. Le 5 novembre, je dis pas de bêtises, novembre. Le 5 novembre 1942, Bergeret est informé par les anglo-saxons, ce qui n'était pas le cas de De Gaulle, soit dit en passant, il est informé par les anglo-saxons de l'imminence du débarquement. Que fait-il? Il prend l'avion, il va à Alger, il essaie de convaincre Darlan que cette fois-ci, ça y est, c'est un vrai débarquement, parce qu'en fait, on pensait que les convois qui s'approchaient allaient attaquer, je ne sais plus, en Libye, et Darlan était persuadé que lui, il n'y aura pas de débarquement. Darlan attendait un débarquement américain pour printemps 1943. Bergeret vient le voir et il lui dit « Mais si c'est maintenant, il faut se rallier à eux, etc. » J'aimerais quand même qu'on réfléchisse à ça. Le fait que les services secrets anglais avertissent un ancien ministre de Vichy, qui 3 mois avant était encore au gouvernement, ou 3-4 mois avant était encore au gouvernement, pour l'avertir du débarquement, alors qu'ils n'en ont pas parlé à De Gaulle. Est-ce que ça n'évoque rien? Est-ce que ça ne remue rien? Est-ce que ça ne remet rien en cause? Ça a été constamment comme ça pendant la guerre. Vous avez eu au sein même du cabinet anglais des manœuvres hostiles à De Gaulle, bien sûr. Si les Alliés pensaient que tous les Français qui étaient à Vichy étaient des capitulards, est-ce qu'ils auraient agi de la sorte? De la même façon qu'il y avait plusieurs types de collaboration, il y avait aussi des opinions différentes et des manœuvres un peu annexes au sein du cabinet britannique, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas des fois, voilà, par exemple dans ce cas-là, est-ce que c'est pas un espèce de plutôt de costume de collaborateur, mais en fait la personne un peu, j'ai envie de dire, bon, je collabore avec l'ennemi pour de toute façon, parce que j'ai pas trop le choix, mais en fait, par derrière, Mais quand vous faites l'analyse il y a une question des collaborateurs, quand vous faites l'analyse des collaborateurs, mais c'est incroyable panel. C'est incroyable. Vous aviez des gens qui étaient collaborateurs par anglophobie. Ils détestaient les Anglais. Vous en aviez beaucoup, par exemple, chez les marins. Ça, c'était bon. Vous aviez des gens qui étaient collaborateurs, oui, mais uniquement parce qu'ils voulaient effectivement garder la France existante comme un État reconnu. Cela était souvent très germanophobe. Vous aviez au sein même du cabinet de Pétain des gens qui étaient extrêmement germanophobes. Je lisais récemment le livre de Racine, de Paul Racine, qui était dans son secrétariat particulier. Et c'est un médecin qui dirigeait le Miribel, je pense qu'il s'appelait un truc comme ça, qui dirigeait son cabinet particulier. Ce personnage était tout à fait germanophobe. Il détestait les Allemands, comme la plupart des Français d'ailleurs, détestaient les Allemands. On ne peut pas leur reprocher ça. Vous aviez des gens qui venaient de l'extrême droite. On dit toujours, d'ailleurs, souvent vous lisez ça. On dit, ah oui, Vichy c'est l'extrême droite. C'est pas vrai du tout.
Vous aviez des gens qui venaient de l'extrême droite, des gens qui avaient été maurassiens, par exemple, et qui jouaient un rôle important. Je pense à Alibert, par exemple. Ils ont été marginalisés assez vite. Mais qui, pas tous, mais bon, beaucoup en tout cas. Mais vous aviez énormément de gens, on n'en parle jamais, mais vous aviez énormément de gens parmi les plus dangereux, qui en fait étaient des gens de Bush, et qui étaient eux germanophiles. C'est-à-dire qui étaient admiratifs de l'Allemagne, non pas de l'Allemagne nazie, mais de l'Allemagne. Et c'était des gens qui, en général, avaient été proches, tenez-vous bien, d'Aristide Briand. Et qui ont adhéré à l'amitié franco-allemande, qui étaient donc souvent des amis personnels de Habetz, et qui donc ont entretenu les meilleurs rapports avec les Allemands. Autrement dit, vous aviez énormément de dispositifs, et en plus, vous pourriez faire une collection, enfin des collections comme ça de collaborateurs différents, et à l'intérieur de chacune de ces collections, vous aviez en plus les calculs personnels, les rivalités personnelles, les coups de Jarnac, etc. C'est horrible. Ce régime était un panier de crabes misérable. C'est l'héritage de la 13e République. Oui. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la gauche aime beaucoup Darnan, le collaborateur Darnan. Pourquoi? Parce que parmi tous les ultra-collabos, c'est le seul qui était de droite. Tous les autres ultra-collabos, les Marcel Déat et compagnie, Doriot, venaient tous de la gauche, et même dans la milice d'ailleurs. Hein. J'ai plus la tête du numéro 2, mais il venait du Parti communiste aussi. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. D'ailleurs, le colonel Groussard, qui est un des premiers résistants, dans ses mémoires que j'invite à lire, parce que déjà, d'un point de vue factuel, ça apprend beaucoup de choses, et en plus, il y a un très beau style. Par les temps, c'est pas du Houellebecq, hein, là c'est vraiment du beau français. Petit coup de patte en passant. Ouais, il n'y a plus d'écrire en français de toute façon, donc ça c'est... Faut pas être défaitiste comme ça. Oh, mais on ça m'étonne pas que vous soyez pour Pétain, vous êtes défaitiste. il a gagné les batailles contrairement à De Gaulle. Hein. Bon, bref. Ah non. Non mais bon, je vais pas me charmer. De Gaulle s'est contenté de gagner la guerre. Mais ah bon, il a gagné la guerre. Bah, oui. Bref. Je disais quoi là? Ah oui, le colonel Groussard, oui. Donc le colonel Groussard racontait comment il recrutait ses résistants. Et en fait, il raconte qu'il allait voir les militants des anciens partis d'extrême droite. Pour deux raisons. Un, parce qu'ils étaient patriotes, et deux, parce qu'ils avaient l'habitude de se battre, quoi. Tout simplement. Mais la gauche, de toute façon, il y a un truc qu'il faut quand même comprendre, c'est que la gauche est l'anti-France. Quand on n'a pas compris ça, on n'a rien compris à la politique française. Non, la gauche est anti-France. La gauche est l'anti-France. Pas toute la gauche non plus. Si, toute la gauche. Le logiciel des Lumières est vicié à la base. Il est vicié à la base, et la gauche veut remplacer la France par un autre pays, une autre civilisation, on le voit aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre débat. La gauche est l'anti-France, et les gens qui se sont battus, qui sont davantage levés, sont des gens qui étaient marqués à droite ou à l'extrême droite, et la résistance communiste n'a pas été très spontanée. Ils se sont battus très courageusement. Ils se sont battus. Oui, parce qu'ils ont l'URSS, voilà. Ils se sont battus pour l'URSS, ils se sont pas battus pour la mais France. ils se sont battus, ça ne retire rien à leur courage et à leur sacrifice. Parce qu'ils formaient l'essentiel des troupes après la guerre dans l'armée de libération, c'est ça? Non, pas du tout. Non. Ils ont formé l'essentiel des troupes dans l'épuration, oui, ça c'est vrai. Ah, ça c'est vrai. Parce que je condamne les crimes commis par la milice, bien entendu. Bien entendu. La vérité dans le tout, l'épuration, on n'en parle jamais, ça. Ou quand on en parle, on la minimise. Combien de personnes, on pense 100 000 morts dans cette épuration? En gros, entre 40 et 100 000. Entre 40 et 100 000. En gros, voilà. Entre 40 et 100 000. C'est un carnage quand même, hein. Faut jamais l'oublier ça. Oui, et c'était pas 100 000 collabos. Les chiffres ne sont pas identifiés par tout le monde. C'est ceux de Robert Aron en tout cas. Oui, mais Robert Aron. C'est ceux d'Henri Amouroux. Oui, mais Robert Aron est. Oui, tous ceux qui disent la vérité. Bah non, il y a pas. Effectivement. Je n'ai pas dit qu'à que. Je dis qu'effectivement, à chaque fois que quelqu'un dit un analyse, celle de Rousseau par exemple, il y a beaucoup à dire sur Rousseau. Oui, mais d'accord, mais comme on peut dire sur vraiment. Justement. Sur Robert Aron. Sur toutes ces questions-là, bien sûr, vous avez des lectures différentes. Et donc, souvent, des chiffrages différents. Par exemple, les communistes parlent toujours de leurs 75 000 morts. Il n'y a évidemment pas eu 75 000 fusillés communistes. Je pense qu'il y a eu en tout et pour tout 4 000 fusillés, je pense quelque chose comme ça pendant la guerre, tout compris, hein, c'était pas seulement des communistes. Donc si vous voulez, on est très très loin des chiffres à évoquer. En revanche, il faut toujours rappeler ça, je pense que là on sera parfaitement d'accord, il faut toujours rappeler que les premiers résistants étaient des gens de droite, et souvent très à droite d'ailleurs. Oui, Goulard, etc. Bien sûr, d'ailleurs auprès de De Gaulle, l'un des responsables des services secrets de la résistance, c'était le colonel Rémy, qui était Action française. Le secrétaire, par exemple, de Moulin,
Cordier, qui vit encore, je pense, c'est un des derniers compagnons de la Libération. Il a un âge canonique maintenant, Action française. Et d'ailleurs, c'est ça, ça qui est magnifique, si vous voulez. Un type comme Cordier, si vous voulez. Il a mal fini, hein. Non, mais attendez. Il a mal fini. Ce type, il s'engage par nationalisme, comme De Gaulle. La patrie ne peut pas courber les chines, elle ne peut pas se prosterner devant le nazisme et devant l'Allemagne. Bon. Mais il accepte de travailler avec Moulin, alors que vraiment, il n'a aucune idée commune avec Moulin, mais il a un profond respect pour lui parce qu'il est radical, c'est un radical. Moulin, c'est un radical. Moulin. Bon, mais si vous voulez, jamais il n'évoque ce genre de sujet. Parce que le problème n'est pas là. Le problème, c'est la lutte contre l'ennemi. Et ce qui sera très beau dans la résistance, c'est ça. Sauf peut-être les communistes qui restent toujours à part. Mais les autres grands mouvements comprennent. Un mouvement comme Combat, par exemple, c'est d'Henri Freinet. Ouais. Bon, comprend des gens qui sont très très à droite. Je pense à celui qui se faisait appeler, son surnom c'était Barès, et qui ensuite a été un gaulliste pur et dur, qui est devenu député du 12e. Je suis en train de chercher son nom, ça va me revenir. C'était un type qui était très très à droite. Mais non, attendez, beaucoup de résistants étaient dans cet esprit-là. Bah, évidemment. Parce que c'était des gens qui réagissaient non pas du tout dans des droits de l'homme et tout ça, c'est un sujet qui n'était pas encore vraiment dans l'esprit des gens. Ils réagissaient pour la France, pour la nation française. Ne pas accepter l'abaissement de la nation française. Et ça, il faut le rappeler, ne pas laisser capter la résistance, la défense du pays par la gauche, parce que c'était faux, ça, complètement faux. Ouais. Mais si vous voulez, il faut juger un arbre à ses fruits aussi, au bout d'un moment. C'est-à-dire que ces principes qui ont été rétablis en 1944, aujourd'hui, on en paye la facture. Hein. J'aimerais quand même qu'on évoque ça aussi. C'est-à-dire que moi, le plus gros reproche que je fais à De Gaulle, sincèrement, qu'il soit parti se battre en Angleterre, c'était très bien. Hein. Je veux dire, personne ne critique ça. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir fait dissidence et d'avoir diabolisé Vichy. Je précise juste que Fourcault, quand il va à Vichy en fin 1940, est reçu par les autorités de Vichy. Qui est Fourcault? Fourcault, c'est un agent gaulliste que De Gaulle avait envoyé avec Duclos pour créer des réseaux de renseignement en France. Ils sont reçus par Vichy. Par qui à Vichy? Précisément, je ne saurais pas vous le dire. Par Groussard notamment. Mais oui, parce que vous aviez plusieurs portes d'entrée. Non mais attendez, Pétain était au courant. Et Pétain a proposé à Fourcault un accord avec De Gaulle. C'est de Bavra, c'est le colonel Passy qui raconte ses mémoires, donc je sais pas un petit. Hein. Bon. Donc c'est-à-dire que Pétain propose un accord à De Gaulle. Je répète, Pétain propose un accord à De Gaulle. Et c'est De Gaulle qui dit non, Pétain est un vieux renard, il essaie de nous couler, etc. C'est De Gaulle qui a refusé la main tendue à Pétain. Est-ce qu'on a la même image que celle de la Doxa lorsqu'on sait ça? La réponse est non. Et d'ailleurs, pour retourner en Angleterre, Duclos et j'oublie son nom, et Fourcault avaient besoin d'un visa. C'est Paul Baudouin, le ministre des Affaires étrangères de Vichy, qui le leur a donné. Autre chose intéressante que notamment Henri Freinet raconte dans ses mémoires que je recommande, elles sont très, très intéressantes, qui s'appelle La nuit finira. Combat, à un moment, a subi la trahison. Il est devenu député socialiste. Et il a mal tourné, ouais. Il a mal tourné. C'est un peu étonnant, parce que c'est plutôt un homme de droite, Freinet. Ouais, mais c'était un cateau de... Enfin bref. Dans ses mémoires, raconte un truc intéressant. Vous avez un peu ricané, hein, pardon de le dire, quand j'ai évoqué le contre-espionnage de Vichy qui traquait les espions allemands. Oui. Un exemple. Le mouvement Combat, à un moment, se fait moucharder par un de ses membres. J'ai oublié son nom. Eh bien, qui est allé choper ce membre et le buter? Ce sont les services de Vichy, du contre-espionnage. Et Freinet leur rend hommage dans ses mémoires, la nuit finira. Donc c'est pour ça que, vous voyez, vous dites accepter la défaite. Mais quand Pétain finance Loustono Laco, quand il finance Paul Dingler, le chef de la résistance alsacienne que vous m'avez évoqué, quand il finance le colonel Heurtaud, ça n'a aucune importance. Ah bah si, quand même, on peut pas. Pourquoi ça n'a pas d'importance? La résistance intérieure, ça a de l'importance quand même. Tout ce qu'a fait, alors la résistance, pas exagérer, la résistance, surtout dans les premières années, était extrêmement légère. Hein. Elle n'était pas capable de mettre les Allemands en péril, loin s'en faut. Il n'y avait même pas de maquis, il y avait juste... je ne parle pas de la résistance communiste, qui était une résistance agressive, dangereuse et malvenue la plupart du temps. Mais la résistance, c'était surtout une résistance de renseignement. Quelqu'un comme, par exemple, d'Étienne Dorve, c'était essentiellement du renseignement ce qu'il faisait.
Et c'était ce qui avait de plus utile pour les Anglais. Parce que ce qui était intéressant, c'était de renseigner les Anglais et les forces françaises libres, au fur et à mesure qu'elles ont commencé à exister, sur les dispositifs allemands. Donc, si vous voulez, ce n'étaient pas des réseaux extrêmement importants, ce n'étaient pas des milliers de personnes. D'un point de vue militaire, la résistance qui a joué le plus grand rôle, c'est l'organisation de la résistance armée, héritière de l'armée clandestine, qui était maréchaliste. C'était des militaires. Et quand ils réarmaient la France en secret, ils allaient en parler à Pétain, et Pétain leur disait « continuez ». Et quand le général Ruby... Non, c'est la déposition de Picardin. Arrêté par les troupes par les GMR créés par Pucheux, et ensuite par les miliciens. Il ne faut quand même pas non plus exagérer. Pétain était... Non, je ne mélange pas. Pétain qui est toujours au pouvoir, les miliciens arrêtaient des résistants. Attendez, non, le général Ruby, je ne mélange pas du tout. Au premier Pétain, le général Ruby témoigne au premier Pétain. Pétain leur dit quand les Américains arrivent, il faudra être avec eux. L'ORA. Qu'est-ce qu'il fait quand les Américains arrivent? Il va avec eux? L'ORA avait créé un plan de mobilisation clandestine. Mais c'est ce que je fais, moi. Je dis que ça, vous citez des phrases, vous ne citez pas des faits. Si Pétain ce sont avait des phrases vraiment... qui sont traduites dans la réalité. Mais non, ce sont des gens qui ont interprété l'histoire, souvent parce que ça leur faisait plaisir, que c'était dans leur côté. Non.